Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est photographe et réalisateur. Photographe, il est devenu il y a 70 ans précisément, quand à l'âge de 12 ans, son frère lui a donné un appareil 6x6 de marque Lumière. Ses premiers clichés sont ceux de la ferme familiale. Ils lui ouvriront la voie à une carrière de photojournaliste reconnu dans le monde entier, de patron d'agence photo aussi et de réalisateur. 18 documentaires en 20 ans, car à l'image, il aime aussi associer la voix et l'écoute. Ce sera toute la démarche notamment de ses films sur la France, ses habitants et ses territoires. Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent cet été en France, nous parlerons aussi avec lui de sport et la manière de photographier les athlètes. Et nous reviendrons bien sûr sur les débuts de sa carrière avec ce livre, ses expos intitulés « Les années déclic ». Bonjour Raymond Depardon. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Oui, merci. Raymond Depardon, qu'est-ce qui résonne en vous derrière cette expression « les années déclic » ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oh, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance. Peut-être que je suis né au bon moment, là, en 42. Mes parents étaient des gens formidables du début du siècle. Ils étaient complètement, je sais pas, mais ils m'aimaient beaucoup et donc ils m'ont laissé faire le métier de photographe et à 16 ans je suis monté, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un photographe qui m'a un patron comme on disait et qui m'a aidé, et j'étais carrément j'étais un cas social parce que je me rappelle, je savais pas boire un café, je savais rien faire, j'étais vraiment un pegno, quoi. Et puis j'avais vécu quand même aussi à l'école beaucoup de choses comme ça qu'on m'avait fait ressentir. Et je disais sans arrêt, je m'en souviens un peu, que s'il y avait pas de paysans, tu mangerais des clous. Alors donc ça voulait dire que j'étais en colère et ça m'a motivé. Et je suis arrivé à une bonne période parce que il y avait encore des photographes à la Ouija qui faisaient des plaques comme ça. C'est quoi la Ouija, c'est quoi ? Oui. Et les premières, par exemple, sur les Champs-Élysées, les acteurs, ils descendaient, ils posaient. Et moi, je me souviens, j'avais un Rolleiflex, avec un flash. Bon. Et ils posaient, tout le monde était content. Il y avait absolument aucune tension. Et on attendait les photographes, et c'était même un plaisir. C'est incroyable, j'ai fait la première d'À bout de souffle. Même, et puis, il y a Jean-Luc Godard avec son actrice Jean Seberg, qui me regarde comme ça. Je sais pas, mais je devais vraiment être très jeune, hein, j'avais à peine 18 ans. Et il me sourit même, il me sourit. Et c'est formidable parce que c'est vraiment une période, donc toutes ces photos, je les avais un peu oubliées, elles étaient un peu nostalgiques pour moi, et puis bon voilà. Et un jour, Delpire m'avait demandé de les projeter en Arles, aux rencontres d'Arles. Aux rencontres photographiques d'Arles. Et moi, j'étais très timide, et même à l'époque encore, j'osais pas comme ça parler de mes photos avec un projecteur. Donc, j'ai fait un film avec un dispositif, et je me suis enfermé dans une salle noire, et puis j'ai parlé des photos, et puis sur un projecteur avec une table lumineuse, et puis j'ai fait ce qui était, mon Dieu, un petit peu un sacrilège, j'ai mis mon doigt dans les photos. Pourquoi ça se fait pas de mettre son doigt dans les photos ? Pas dans le milieu artistique. Voilà. Alors j'ai mis mon doigt comme on fait. Ça c'est mon grand-père, ça c'est ma grand-mère, ça c'est le tracteur de mon papa, etc. Et puis comme ça les choses sont venues. Et ça a donné un film assez étonnant. Et puis après, j'ai continué, là, j'ai fondé l'agence Gamma après, puis après je suis rentré à Magnum, mais j'ai vu que c'était plus pareil. Moi, je sais que je suis revenu du service militaire en 65, c'était la bousculade. Alors, j'arrive pas bien à comprendre parce qu'il y a eu, entre-temps, bien sûr, un événement énorme, c'est les paparazzi qui viennent de Rome, voilà. On va parler des paparazzi. Le film dont vous parlez, ça s'appelle Les années déclic, en 1984, qui sera d'ailleurs diffusé en copie restaurée à Cannes la semaine prochaine, au sein à l'occasion de Cannes Classique. Mais donc, on va se plonger dans cette ambiance au tout début de ces années 60, avec d'abord cette archive. Est-ce que vous êtes en bon rapport avec eux, avec le ménage Charrier ? Oui, très bien. Très bien. Très bien, au contraire, moi je fais tout ce que je peux pour la défendre.
Quand elle veut pas qu'on la photographie, si elle est suivie, mes portes sont ouvertes et je la reçois chez moi. Quand il y a n'importe quoi, allez hop, tout de suite, ils grimpent là-haut, ils essaient de prendre des photos et puis ça dure et ça dure. Et je crois que le PC se trouve dans une chambre au 8e. Là. Oui, au 8e étage. Au 8e étage. Juste en face les fenêtres de Brigitte Bardot. Oh, ben des journalistes, des photographes qui voulaient monter, des admirateurs. Oui, oh, pas grand-chose. Ou des petits jeunes gens qui voulaient monter pour s'introduire, monter sur le toit. Parce qu'on est monté sur le toit là-haut. Pour descendre sur la terrasse à Brigitte. Et beaucoup de petits jeunes gens qui n'étaient même pas journalistes. C'est ça. Que j'ai dû mettre dehors. Comment les concierges de l'immeuble à l'époque où vit Brigitte Bardot se transforment en quelque sorte en garde du corps. Archive reportage donc dans les actualités de midi, c'était le 11 janvier 1960. Vous l'avez dit, Raymond Depardon, vous l'avez lâché ce mot de paparazzi. C'est pas vous les paparazzi, le paparazzi, c'est pas votre photo. Vous faites autre chose. Non, mais c'est vrai que paparazzi, c'est violent, c'est très violent. Et à la fois, bon, moi, je veux pas porter de jugement, mais c'est presque un peu on le voit dans le film de Fellini, comme ça, les photographes dans la nuit, comme ça, qui photographient des vedettes qui sortent de l'hôtel. Ça a existé, ça continue d'exister. Moi, j'en connais un on était ensemble, on avait 18 ans, on rêvait d'être reporter photographe tous les deux, et c'est Daniel Angeli, qui est un ami à moi, qui a lui vraiment fait des choses incroyables, quoi. Notamment la fille de Mitterrand, etc. Ça, c'est des choses comme ça. Mais à la fois, je crois il garde, les 3/4 du temps, il garde une bonne relation avec les gens qu'il photographie. Alors ça, c'est très étrange, mais je sais pas comment il fait. Mais lui, il a choisi sa voie. Simplement, il y avait quelque chose peut-être qui était plus donné à l'époque. Parce que là, il faut se situer. On est en plein... Le général de Gaulle interdit le flash. Mitterrand interdit, et la reine Elisabeth, le micro. Donc, moi, je sais que ça a été des obstacles pour moi très importants. Parce que je voyais bien que je voulais prolonger cette photo comme ça, qui était un peu brute. Pof. Mais merci beaucoup, au revoir. On parlait pas aux gens, on se parlait pas. Et pour continuer ça, j'ai pris ma caméra, j'ai fait le film Reporter, après j'en ai fait d'autres. Et donc, pour essayer de casser, de rapprocher un peu, parce que c'est des moments assez étonnants. D'abord parce que ce sont des gens intéressants, et voilà, et ce sont des gens qui font du cinéma, et bon voilà. Et c'est vrai que on est un peu tiraillés, nous les photographes, parce que à la fois comme on fait d'autres sujets, quand tu rentres de Beyrouth, puis quand t'envoies sur une première sur les Champs-Élysées, d'ailleurs entre nous, il n'y en aura plus de première sur les Champs-Élysées. Oui, il n'y aura plus de cinéma sur les Champs-Élysées. Ouais. C'est un événement énorme, ça. Ça a l'air de rien, mais comme ça. Et on est en colère un peu. On est en colère. Et puis à la fois, on va au cinéma. On voit les films. Moi, j'adore. J'allais à la cinémathèque, je voyais les films russes et tout, les cadres, comme ça. Cadrés comme ça. Les Américains aussi. Ouais. Donc, j'étais fasciné par eux. Et puis aussi par les photographes, tout ça. Donc on était tous un peu fascinés. Moi je sais que j'étais plus fasciné par les Américains, bien sûr, Walker Evans, tout ça, puis le cinéma direct aussi, effectivement, Leacock, des expériences nouvelles qui paraissent maintenant un peu, de suivre une campagne électorale. On en parlera tout à l'heure avec votre... de Kennedy. Donc, tout ça avec un prolongement quelque part du photojournalisme avec l'instant décisif. Ouais, bon, moi j'ai rejoint après Magnum, où il y a eu, qui avait été fondé en 47 après-guerre par Capa et Cartier-Bresson. L'agence de photo. Et ils avaient inventé une sorte d'aristocratie de l'instant qui laissait les choses, les temps faibles, comme moi j'ai toujours dit, comme ça. J'aime bien les temps faibles. Et eux, ils reprenaient les temps faibles et ils en faisaient des temps forts. Bon, ça, c'est magnifique. Pourquoi vous dites, Raymond Depardon, que vous étiez tiraillé? C'est parce que vous passiez d'un reportage de guerre à des choses frivoles, ou parce que la photo ne vous permettait pas de faire une hiérarchie entre la gravité de ces nouvelles, en fait, de ces actualités?
Ben, on voulait tout faire, quoi. C'est vrai qu'un rendez-vous avec une vedette de cinéma comme ça, où vous avez une demi-heure et vous avez la fenêtre et puis c'est tout, la lumière et tout, c'est un bon exercice de. Quand tu regardes après Look ou Life, tu te dis comment il fait, est-ce qu'il faut des flashs, est-ce qu'il faut rester en ambiance, voilà, est-ce que et la mode, tout ça, les photographes comme ça, moi, je sais que je voulais faire plaisir aux gens, quoi, à faire des photos qui leur plaisent. Et à la fois, aussi, j'étais plus à l'aise, peut-être, avec les hommes politiques. Comme ça, de dos, avec un grand angle, parce que j'avais vu ça un peu dans les journaux américains à l'époque, de Kennedy, etc., et d'être très proche comme ça. C'est ça, ça pose la question de la distance que vous aviez avec les personnes que vous photographiez. Quand c'est Brigitte Bardot, même ses portraits, c'est des portraits qui sont effectivement à courte distance. Il y a quelque chose de presque de charnel là quand vous le décrivez. Oui. Vous engagez tout votre corps. C'est ça aussi la position du photographe que vous êtes. Ben, la chance que j'avais, c'est que j'étais un peu timide et que j'osais pas m'approcher. J'étais pas assez près pour la presse. J'étais un peu loin, trop loin. Et aujourd'hui, au contraire, c'est un petit bonheur de les voir les photos parce qu'elles sont un peu il y a de l'air autour et on voit d'autres choses, on voit, voilà. Et donc c'est vrai que photographier des visages, des hommes politiques, des actions, la guerre, tout ça. Moi, je regrette un peu là. Il y a eu il y a très peu de temps un article de Christine Cotte dans un journal d'art et disait que les photographes d'agence n'étaient pas reconnus à leur juste milieu, à leur juste valeur, quoi. Et moi, je défendrais un peu les photographes d'agence parce que on a tendance à. Moi, d'abord, j'en ai beaucoup qui sont Michel Laurent, Gilles Caron, ils sont plus là, quoi. Il y en a beaucoup, ils sont plus là. Et puis d'autres. Et ils sont le milieu de l'art ne les reconnaît pas encore vraiment, sauf les cas exceptionnels comme Ouija ou etc. Mais puis même Cartier-Bresson, il a fallu qu'il soit mort pour qu'il ait sa rétrospective. On attend, ou Doisneau, enfin des gens comme ça. Mais il y a aussi d'autres photographes parce que moi l'autre jour j'ai vu une photo de Malraux et de Gaulle à l'Opéra en ambiance, merveille, faite par Keston. Et je connais le photographe Bouchon. Voilà, les photographes comme ça, un peu magnifiques, parce que grâce au général de Gaulle, cette photo est en ambiance. Il monte les marches, Malraux et de Gaulle. Tu entends de Gaulle qui dit alors Malraux, qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi. Tu vois, tu les entends parler là, parce que là, tu pouvais pas enregistrer, mais il y avait du son là à faire. Hein. Et c'est magnifique. Et donc c'est des photos, je dirais presque historiques quand même, à la fois quelque part. Bon, ces photos. Moi, je sais que après, quand j'ai fait le film sur Giscard, puis après d'autres choses que j'ai fait, les reporters, et à un moment donné, les photographes étaient des rares, et c'était un petit peu des scaphandriers. Des témoins. Des témoins. Vous voulez être un témoin de l'histoire, en fait. Ah, oui, et qu'il faudrait un peu réhabiliter, un peu, je trouve que... ok, d'accord, je suis... vous êtes vachement habilité, non? Même pas besoin de vous réhabiliter. Non, mais on est... Oui et non. Par exemple, je cherche toujours un lieu pour exposer tout ce que j'ai fait dans le désert. J'en ai 60 ans de photos. J'ai tout fait. Hein. J'ai descendu avec les rebelles, j'ai fait des otages, j'ai fait tout le monde, des prises d'otages et tout. Mais on me dit, Raymond, bon... Non, Beaubourg va fermer, là, il va se réparer. Les autres, c'est pas assez grand. La Fondation Cartier, elle déménage du boulevard Raspail. Ils m'avaient promis, mais ils s'en vont, on l'ouvre. C'est pas si facile que ça. Hein. Alors bien sûr, on peut... C'est plus facile peut-être de choisir ces 100 photos qui sont dans ce livre-là, dans cette exposition des années déclic, parce que c'est effectivement, quand on regarde les personnalités, les stars que vous avez croisées, les actrices, les hommes politiques, on se dit, et Géraldine parlait de moments historiques, on se dit, on a envie d'être là à la place de Raymond Depardon et on a envie de vivre ce moment-là. Voilà, cette photo par exemple, Romain Gary et Jeanne Seberg au studio de Boulogne, qui est en couverture de ce livre.
elle est étonnante. Comment, Oui. comment vous la décriviez? Ils étaient dans un couloir, on était sur un autre tournage, on était plusieurs photographes, et en sortant du studio, du plateau, on est tombé sur eux qui faisaient le film « Les oiseaux vont mourir au Pérou ». Et ce qui était beau, c'est que je pense que cette photo, je n'en ai pas fait beaucoup, parce qu'il faut pas en faire beaucoup. Hein. On a toujours l'idée des photographes qui mitraillent, mais moi, je sais que je fais très peu de photos. Et même dans le livre, il y a des fois, c'est 2 photos, quoi. Parce que c'était pas non plus... Après, il y a eu une période de mitraillage, mais à une époque comme ça, non, on mitraillait pas. Et puis... les photographes, voilà, de cette génération-là. Et alors c'était d'une génération un peu différente. Ils parlaient beaucoup aux gens qui photographiaient. Moi, j'ai vécu plutôt, moi je disais rien, mais il y en avait des photographes incroyables de l'époque, comme ça, des titis parisiens, comme ça, qui parlaient aux gens. Monsieur Gary, vous pouvez me regarder, tout ça. Enfin, vous voyez, merci beaucoup. Encore une photo, encore un gros plan, un gros portrait. Et c'est assez joli comme ça, parce que ils ont disparu aujourd'hui maintenant, parce que c'était un peu des prolétaires, quoi. Et il y en a certains, bon voilà, ils ont travaillé avec Capa ou Cartier-Bresson, et donc pour moi c'est des maîtres, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont fait des jolies photos, et c'est très compliqué maintenant, parce que là, moi je vous le dis, moi je suis un peu en colère, parce que je vois tous les journaux importants, le Figaro, tout ça, Paris Match, eh ben ils vont à un site en Allemagne pour prendre des photos de résistants. Je dis, mais tout le temps, c'est Bresman, AKG, tous ces, puis Getty aussi, les Américains. C'est-à-dire que les gens, pour chercher des photos de maquisards dans le Vercors, il faut passer par des sites à Francfort ou à Berlin. Alors, je dis, mais pourquoi et tout? Parce que je trouve ça un peu bizarre. Certaines photos étaient faites par des soldats allemands, bien sûr, parce qu'il y a des mecs prisonniers comme ça. Mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut paraître bizarre que je vous parle de nationalisme. Pourtant, il n'y a rien de plus universel qu'un photographe. C'est quelqu'un qui fait des photos pour tout le monde. Moi, je suis en Afrique, en plus, je suis né avec la décolonisation. Donc j'ai été me balader comme ça, et on me disait, ils me serraient les mains, les gens. Un Français qui n'était pas un colon. Ah, je me demandais ce qui m'arrivait, moi. Mais donc je suis vraiment quelqu'un de tourné vers ça. Et donc j'ai envie aussi de dire, peut-être que les photographes français, on devrait peut-être un petit peu plus les respecter, mais mettre les photos en ligne, et ne pas être obligé d'aller chercher des photos de la Gestapo pour illustrer la résistance du Vercors, quoi. Louis Dalmas, vous êtes directeur d'une agence de presse. Oui. Et en quoi consiste exactement le travail d'une agence de presse? Eh bien, vous savez, c'est une situation assez délicate parce que nous n'avons jamais affaire au public. Les agences de presse en général fournissent une proportion écrasante, je ne sais pas, 70 ou 80% du contenu de tous les journaux et magazines du monde entier. Autrement dit, ce que le lecteur voit dans les journaux vient, dans un grand nombre de cas, d'une agence de presse. L'amour est important pour vous? Oui. Et est-ce que c'est la chose la plus importante? Je crois que les 2 sentiments qui sont les plus forts, c'est l'amour et l'ambition. Aimez-vous plaire? Cherchez-vous à plaire? Oui, beaucoup. C'est ça, y arrivez-vous? Ben, je ne sais pas. Êtes-vous c'est aimé? aux autres de me le dire. Êtes-vous aimé? C'est aux autres de me le dire, c'est très difficile de répondre à cette question. Je crois qu'avec ces questions-là, vous avez donné quand même une idée de votre véritable identité morale. Merci, Louis Dalmas. La voix de Louis Dalmas, on l'a entendu dans l'émission Soyez les bienvenus, interviewé par Gilles Delamarre. C'était le 27 novembre 1959. L'occasion de parler. Oui, c'est un grand monsieur. C'était le prince de Polignac. Il est cousin avec Régnier de Monaco. Et il a eu cette idée incroyable de fonder une agence. Et moi, on était tous salariés à l'époque. On n'était pas propriétaires, nous négatifs. Mais après, bon, c'est pour ça qu'on a fondé Gamma. C'est pour essayer d'avoir aussi... Votre agence à vous? Oui, parce que en fait, le tribunal, c'est basé sur qui paye le film vierge. Alors, bah oui, c'était l'agence. Ah bah donc c'est l'agence qui est propriétaire. Donc voilà. Vous n'étiez pas propriétaire des clichés que vous preniez à Oui, l'époque? il y a des photos que je suis pas vraiment propriétaire, mais je me suis bien arrangé avec les ayants droit de mes photos là, de Dalmas. Et voilà, ils m'ont laissé faire des livres ou des expositions, quoi, bien sûr. Est-ce que Raymond Depardon, on peut dire que cette époque-là, les années 60, 70, 80, c'est l'âge d'or de la photographie?
Vous avez des supports qui sont très importants. On l'a dit, les magazines, la presse, il y a ces agences qui se montent. Aujourd'hui, il y a aussi des agences, mais la photographie a peut-être perdu aussi de son impact. Il y a les vidéos aujourd'hui, la télévision, les réseaux sociaux, Internet, chacun peut prendre des photos. Qu'est-ce qui était une bonne image à l'époque et qu'est-ce qui vous poussait à faire toutes ces photographies à cette période-là? Oui, je pense que c'était une période incroyable. Bon, la preuve, c'est que beaucoup ne sont pas revenus d'aller faire des photos. Ça paraît effectivement évident que d'aller faire des photos au Cambodge ou je sais plus, au Vietnam, en Afrique, dans certains endroits, c'est très dangereux. Ça reste toujours dangereux. Et peut-être qu'on avait cette espèce de force un peu naïve comme ça. On croyait beaucoup à l'image. On était habité par l'image. Moi, c'est pour ça que après, avec Claudine Nougaret, avec ma femme, on a fait des films de cinéma direct. Alors, c'est pas très loin de la photo, c'est juste à côté, mais c'est pour sortir en salle, pour faire des films, pour manger des films. Mais c'est vrai que la photo, moi, j'espère pouvoir vivre encore longtemps et pouvoir en faire des photos parce que ça, c'est quelque chose d'assez, c'est très riche au fond parce que moi au début je savais pas faire de photos au fond, je savais pas faire de photos. Et puis j'ai commencé quand j'ai eu une première fiancée, photographier une jeune femme comme ça qui est avec vous dans un pays étranger, en vacances. Et ça j'ai vu qu'il fallait que j'apprenne ça. Parce que il y avait déjà des photographes qui avaient un peu photographié ça. C'est pas nouveau. Mais moi, je savais pas. S'il fallait que je m'approche, m'éloigne, et qu'est-ce qu'on peut photographier. Et puis, est-ce que c'est bien de photographier les gens qu'on aime? Je crois que oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose. Et je vois plein de jeunes photographes comme ça qui disent moi je vais être reporter, je vais voyager à travers le monde. Il faut commencer à photographier sa fiancée, quoi. C'est ça votre conseil? Oui. Non, mais c'est parce que c'est aussi ou des enfants. Moi j'ai 2 garçons là, Charles-Antoine et Simon, et je savais pas comment les photographier aussi. Ils m'approchent, je m'éloigne, et c'est formidable. Ou mes parents, mon père, moi, j'ai eu du mal à photographier mon père, et c'est un magnifique paysan comme ça dans sa cuisine. Et il a fallu que je passe par l'Afrique, par le Chili, tout ça, par des lieux très différents, et puis que je compare, parce qu'un jour il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas foutre, pourquoi tu vas toujours en Afrique, quoi? Qu'est-ce que tu as là? En plus il m'a même dit qu'est-ce que tu fais avec les toubous dans ce genre comme ça. Et puis quand il est revenu il n'était plus là, et j'avais préparé ma réponse pendant des mois et des mois en disant mais tu sais toi c'est du charolais, mais eux c'est des dromadaires, et ils sont angoissés comme toi. Ils sont très angoissés sur de la même chose, avec les femelles qui met en les petits chameaux, etc. Mon père était un éleveur angoissé, et tu te dis pourquoi il était angoissé? Ben, c'est comme ça, c'est la France profonde, ça. Et cette angoisse, vous avez réussi à la faire transparaître dans les photographies que vous faisiez de lui. Qu'est-ce que vous vouliez montrer en photographiant, par exemple, votre père ou quelqu'un que vous aimez? Ça a été, avec Claudine, on a lancé une maison de production, puis on a été voir les chaînes, et ils ont, quoi, les paysans, ça existe, quel intérêt, ça n'en a pas. Mais quand même, il y a Catherine Lamour qui m'a dit, Raymond, fais-en 3. Et moi, je lui avais dit, parce qu'il me faut 10 ans. Alors, vous imaginez, dans les chaînes, 10 ans, ça n'existe pas. Et j'en ai fait 3. Votre triptyque, Profil paysan. Et surtout avec le dernier, La vie moderne, 80 plans, je crois, très très peu de plans. Des gens fantastiques. Des paysans des Cévennes, des gens, même des gens que... Et beaucoup de gens sont venus nous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des étrangers, beaucoup? Vous avez filmé un enterrement protestant dans les Cévennes, ils ont un rythme à part. Ben oui, c'est les dînes de Nantes.
Mitterrand n'a pas obtenu de se faire enterrer dans le Morvan, mais eux, ils ont... Alors, moi, j'avais l'habitude, maintenant, je regardais dans le jardin s'il y avait des tombes. Parce que tu ne demandes pas aux gens s'ils sont protestants ou catholiques. Mais ils sont côte à côte, comme ça. Et c'était des gens... Il a fallu des mois et des mois pour y aller. Et puis, quand la confiance... On était tous les deux avec Claudine. Et on tournait comme ça, tout doucement. Et puis, j'ai fait des photos, bien sûr. Les photos, les films, les gens que vous photographiez, que vous filmez, c'est d'abord une question de confiance, Raymond Depardon. Comment est-ce qu'on instaure ce lien de confiance? Alors, il y a un truc c'est marrant parce que l'autre jour, j'en parlais. Il faut garder un appareil avec... Là, j'ai hésité. Hein. Mais moi, j'aurais dû avoir mon appareil avec moi. Il faut toujours avoir son appareil avec vous, même chez les paysans, parce qu'ils te disent, mais qu'est-ce que vous... Mais pourquoi vous avez toujours votre appareil? Alors, bien sûr, la métaphore, eux, ils ont des bâtons, des couteaux et tout. Donc, il faut toujours rester avec un appareil. Parce que si tu reviens 6 mois, 1 an après, avec une caméra... Ça marche plus, parce qu'ils ont l'habitude comme ça. Donc il faut jouer, pas jouer au con, mais il faut jouer faut être docile, à leur hauteur, quoi, à leur hauteur. Et c'est vrai que peut-être que ce cinéma-là qu'on a adoré, nous, je sais pas, de Jean Rouch, même Romer, tout ça, comme Claudine avait fait le Rayon Vert. On était bien placé pour pouvoir filmer ce genre de personnage parce que on laissait tourner la caméra, on n'intervenait pas ou des choses très bateau comme ça et pas de suspect. On tournait, quoi. Il fallait tourner, puis même si c'était pas bon, c'était pas grave, merci beaucoup. On était tout le temps contents, quoi. Et moi, je sais que je suis fier d'avoir fait ces films avec Claudine, parce que ils sont plus là maintenant, et les neveux et les nièces, mais quand même, c'est un témoignage très fort de notre histoire. Raymond Depardon, à quel moment vous savez, comment vous faites un choix parmi toutes les images que vous prenez, que ce soit en photo ou en film? À quel moment vous vous dites c'est le plus représentatif de ce que je veux dire, de la relation que j'ai instaurée avec une personne, d'un monde paysan, par exemple, que je veux... Ouais. Alors, il y a plusieurs combines. Il y a des fois où il faut les regarder à l'envers, comme ça. Ah oui? Oui. Et en transparence aussi, comme ça. Faut les manger, faut les laisser comme ça, faut les afficher. Et qu'est-ce que ça fait de les regarder à l'envers? Je comprends pas. En quoi on se dit que c'est une bonne photo? On voit un peu des lignes. Ok. C'est radical, hein. Essayez. Il y a des photos à l'endroit où vous dites elle est magnifique, à l'envers elle est nulle. Oui. Ah bah j'ai beaucoup appris en arrivant à Magnum, parce que Magnum ils ont beaucoup travaillé sur le choix. Moi je sais que ça c'est très très important, le choix, parce que il faut laisser d'abord le choix du montage, mais le choix aussi de la photographie. Je laisse vieillir. Et puis il y a aussi quelque chose qui fait que quand même, quoi qu'on en dise, le photographe il est quand même un esthète aussi. Cette photo par exemple là de Belmondo, qui est dans les années déclic, c'est la première fois que je l'ai en bon tirage. C'est un tirage cartoline. J'explique aux auditeurs et auditrices que vous nous montrez une photo là, dans le studio. Une photo de Belmondo, et elle est une belle cartoline, elle n'est pas très grande, mais elle est tirée par un très grand tireur qui a maquillé mieux que je l'aurais fait. Et cette photo, au lieu... Parce que on va vous dire, mais le vintage est plus intéressant. Non, le vintage, il n'est pas forcément plus intéressant. Un tirage moderne comme ça. Waouh! Et là, justement, l'exposition que j'ai à la Galerie du Cinéma, c'est tout des tirages modernes. Et en plus, même j'ai été plus loin, parce que moi, je suis pas très dans l'art conceptuel, mais quand même, je me suis aperçu que un truc qui était terrible, c'est la baguette noire. C'est quoi la baguette noire? La baguette qui entoure la photo. Putain, elle peut pas être plus sinistre, quoi. C'est l'enterrement de première classe, quoi. Belmondo, je veux pas qu'il soit avec une baguette noire, moi. Je trouve ça plutôt classe, moi. Oui, je sais. Mais il y a des gens qui ont réfléchi, notamment Didier Le Tumelin de Circade, je le cite, parce que un jour, il me dit, tiens, j'ai fait venir du métal. Et
Mais le fournisseur, il m'a raccroché au nez quand je lui ai dit que j'en voulais 20 mètres. Parce que c'était... Et il a quand même réussi, et il a des choses en chrome comme ça, martelées comme ça, très très beau comme ça. Et je peux vous dire que ça évite la nostalgie, un peu. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez, c'est compliqué. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur l'Afrique. Je sais que mes photos en largeur, faut qu'elles soient vraiment bonnes. Parce que c'est vraiment la peinture. C'est le Louvre, c'est l'Occident, c'est... on connaît, on sait ça. Cézanne, tout ça, tout là. En hauteur, d'un seul coup, ça prend une autre verrure. C'est moins dominant, c'est moins écrasant. Le même Toubou avec sa Kalachnikov ou un enfant dans le désert que j'ai photographié, en hauteur, il y a une confraternalité qui est très bien. Et donc les livres en hauteur, là je vois bien parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais vous voyez, si je pouvais avoir que des hauteurs sur l'Afrique, je serais heureux parce que le jour où je vais sortir un livre sur l'Afrique, je dirais, vous voyez, je suis comme vous. Je suis content. Est-ce que ça a été très difficile Non, ce n'est pas très difficile. Il a fallu beaucoup travailler. Oui, je travaille. C'est une école spéciale de gymnastique que vous êtes. C'est une école où nous ferons école et gymnastique. Alors, comment se passe une de vos journées? Le matin, je vais à l'école et puis 4-5 heures. Et après-midi, je fais entraînement. 3 heures par jour. Je lis, je me promène avec le bicyclette. Et vous aimez donc la musique? Oui, j'aime. La voix de la jeune gymnaste roumaine Nadia Comaneci, elle avait 15 ans à l'époque, c'était le 25 juillet 1976. C'était dans les actualités de 13h sur France Inter. Et c'était évidemment à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de Montréal, donc, auquel vous avez participé, pas en tant que sportif, mais en tant que photographe. Raymond Depardon, vous vous souvenez de cette photo? Ah oui, je me souviens vraiment parce que j'ai fait les Jeux Olympiques de Tokyo en 64. J'ai été voir un peu la gymnastique, je connaissais rien. J'ai eu tout, j'ai rien vu. Ça a été fini. Après, donc j'ai été à Mexico. À Mexico, il y avait des Tchèques. Il y avait une très jolie Tchèque, très forte. Ça m'étonne pas. Et là, j'ai vu que quand il fallait toutes les photographier parce que tu savais pas laquelle allait, si c'était une Russe ou des pays de l'Est, allait devenir la truc. Et puis j'ai vu que la barre, par exemple, au début, la barre où elles sont de dos, elles tournent, elles vont au bout comme ça, sur la pointe des pieds, comme ça, au bout de la poutre, et paf, elles partent, font un saut périlleux et elles retombent sur la poutre de l'autre côté. Bon, quand même, la poutre, elle n'est pas large, hein. Et on ne sait pas qui. Et il faut donc des objectifs aussi. J'ai acheté à Tokyo un 300 2.8 parce que il faut être au millième de seconde, pouf, parce que sinon tu as rien, quoi. Et donc j'ai mis au moins 4-5 Jeux Olympiques. Et c'est forcément à Montréal que j'ai fait mes meilleures photos de Nadia Comaneci, qui était la révélation des Jeux de Montréal. Avant tout le monde, avant la concurrence surtout. J'avais photographié Nadia Comaneci. Du coup, j'ai eu la couverture de l'Express, la couverture de Nouvel Observateur. J'ai eu toutes les couvertures parce que je me disais, là-dedans, il doit y avoir une championne. C'est comme ça que vous avez appris la photographie. Vous dites, il m'a fallu plusieurs Jeux Olympiques pour savoir comment photographier une athlète, une gymnaste sur une poutre. C'est avec l'expérience qu'on devient un bon photographe. Ça paraît bête, mais en fait... Oui, parce que moi j'avais fait du football, un peu comme ça, j'avais fait des choses comme ça, des tournois de 6, comme ça, à Villefranche-sur-Saône, mais la photo de sport, c'est très particulier, il y a le 100 mètres aussi. Le 100 mètres, tu vois rien, quoi. Et à Mexico, c'était fantastique, 4 noirs, comme ça, tous en dessous de 10 secondes. Bon. Ça va trop vite pour vous, le 100 mètres. Oui. Vous qui aimez prendre votre temps. J'avais 7 appareils. Il y en a même qui se déclenchaient automatiquement parce que il fallait les planquer de partout, quoi. Et j'ai une photo couleur qui est pas trop mal. Mais bon, on peut se faire planter. Par exemple, Bimon. Moi, j'ai été à Mexico. J'étais avec la presse, au stand de presse. Mais d'un seul coup, les journalistes, ils se lèvent tous.
Il dit, c'est pas possible. Un record de presque 80 cm par rapport au record mondial en son en longueur. Un noir qu'on connaissait pas. Je fonce, je fais une photo, il arrive un orage incroyable. Des éclairs. Alors les journalistes, bien sûr, le bon Dieu s'est mis en colère, quoi, parce qu'il n'était pas content. Et il y a ce monsieur-là, il y a une seule photo de Bimon qui saute. C'est un Mexicain qui l'a fait. Et moi, j'ai quand même réussi à faire des photos comme ça après. Et puis, j'ai légendé la photo plus tard, comme ça, pour faire un petit poche comme ça. Et là, j'ai lu, il s'était saoulé à la tequila la veille, parce que sa fiancée l'avait quitté. Il avait été viré de son université américaine et il a déambulé dans toutes les rues de Mexico avant de sauter et il a fait le saut le plus beau du monde. Et c'est vrai que les Américains, en 68, là, moi j'avais déjà été aux États-Unis, mais pendant la conférence de presse, là, parce que tous les journalistes disaient, ouais, la politique et le sport, faut pas mélanger. Et il y a un noir américain qui a dit, là j'ai compris, parce qu'il a dit, vous savez pas ce que c'est d'aller dans un restaurant et on vous dit, il n'y a pas de place, quoi. Et c'est vrai que en 68, c'était encore, et ça l'est peut-être encore, dans certains trucs. Et c'est vrai que ça faisait gagner les États-Unis tout le temps, ils gagnaient tout le temps grâce aux Noirs, quoi. Raymond Depardon, on va pouvoir voir certains de vos clichés dans une exposition de fin juin jusqu'à fin septembre dans les rues de Paris, sur les sites olympiques. Ça s'appelle Instant Olympique. C'est une expo hommage donc à vos clichés que vous avez réalisés avec votre fils Simon. Beaucoup d'actualités également, puisque je rappelle l'exposition des années déclic, c'est à la Galerie Cinéma Paris, c'est jusqu'au 12 juin. Et ensuite, à partir du 19 juin, ce sera à l'Institut Lumière à Paris. Et puis, je signale à nouveau la parution de ce livre, Les années déclic, avec vos clichés, Raymond Depardon, et les textes de Gérard Lefort. Et puis on pourra découvrir le 19 mai prochain, on n'en a pas parlé, mais le documentaire, évidemment, vous en avez dit un mot tout à l'heure, une partie de campagne, ce sera diffusé sur France 5 le 19 mai prochain. Vous avez suivi la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Allez-y rapidement. Rapidement, mais les 8 photos qu'ils ont achetées là pour les Jeux Olympiques, ça va faire 40 mètres de haut, toutes les étages, parce que c'est des bâches. Et on va voir comme ça, Lee Evans, le point levé, Nadia Comaneci, c'est incroyable ce qu'ils font maintenant avec les lasers et sur les bâches. Donc les immeubles en travaux ou en ravalement vont être recouverts par vous, Raymond Depardon. Pour finir, nous avons choisi 2 chansons, celle que vous écoutiez dans votre laboratoire photo de la ferme familiale du Garret, l'une de Gilbert Bécaud, l'autre de Gloria Lasso. Laquelle des 2 souhaitez-vous écouter? Gloria Lasso. Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Gloria Lasso pour terminer cet entretien avec vous, Raymond Depardon. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, émission préparée par Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Aïssatou Ndoye, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission réalisée par Sam Bakiast et à la prise de son, c'est Élise Le. Merci à tous et à toutes. Merci Géraldine. Merci Nicolas et bonnes vacances à vous. On vous retrouve beaucoup. donc dans une bonne semaine. Je te retrouve.